Bonjour, bonsoir. Je retire mon masque, on a le droit quand on vient parler au micro, donc c'est le privilège d'être au micro. J'ai fait un test PCR il n'y a pas longtemps, j'ai 3 doses de vaccin, donc vous êtes relativement tranquille, je pense. Écoutez, déjà, un grand merci à tous d'être là. Alors, peut-être qu'avant de vous remercier, je vais vous dire qui je suis, parce que tout le monde ne me connaît pas, autant je pense que tout le monde connaît Céline Moreto, mais moi, sans doute moins. Donc, je suis David Hanin, je suis directeur délégué du GAM, de l'établissement, Romilly-Nogent et Cézanne, et j'assure également les fonctions de directeur des soins. Écoutez, déjà, c'est un grand plaisir sincère de vous voir tous ici, déjà parce que ça veut dire qu'on a le droit encore pour l'instant de se réunir, donc c'est plutôt super de se retrouver. Et puis, doublement ravi, parce qu'en plus, ce soir, on ne devrait pas parler du Covid, mais enfin parler d'autres projets, d'autres thèmes qui nous animent. Et là, depuis quelques semaines, on a repris enfin tous nos projets. Je peux vous assurer que ça fait du bien, et je pense que je ne suis pas le seul à le penser. C'est vrai que depuis 1 an et demi, on a un peu tourné en boucle et en rond sur un thème dont on se serait bien passé. Donc là, je suis ravi qu'on passe à autre chose. Le GAM, on est vraiment ravis de cette initiative. J'en profite pour remercier Céline Moreto qui a lancé cette initiative pour cette soirée d'information, de formation, mais aussi, je pense, d'échange, de partage. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de... Alors, je ne vais pas faire toutes les fonctions parce que je risque d'oublier, mais bon, il y a globalement pas mal de médecins, d'infirmières aussi, une sage-femme, parce que je la remercie d'être en rose pour pas que je l'oublie, mais aussi l'encadrement est bien représenté. Et c'est vrai que, en plus, vous n'êtes pas que des hospitaliers. Donc, c'était l'occasion de se regrouper, l'occasion de présenter ce que nous proposons, nous, au GAM, dans notre établissement, notamment au niveau des consultations externes, de revoir les spécialités, de revoir notre organisation. On en profite aussi pour vous présenter un nouveau métier, on en parle depuis quelques années, mais en tout cas, il est nouveau pour le GAM, c'est l'infirmière en pratique avancée. C'est vrai que Troyes nous a un peu devancé, ainsi que d'autres établissements, mais depuis juillet, on accueille Magali qui viendra vous présenter un petit peu ce que nous on attend d'une infirmière en pratique avancée au GAM. Et puis bien d'autres sujets, donc je ne vais pas tout détailler. En tout cas, moi je vous le dis, je suis ravi, j'ai fait mon anti-sèche au cas où si j'ai vraiment oublié un truc super important. Je pense que cette collaboration ville-hôpital est aussi importante. Collaboration également avec le centre hospitalier de Troyes, qui est l'établissement support que j'ai acheté. Alors voilà, je pense qu'on est dans des bonnes conditions pour bien travailler, on a des bonnes conditions pour reprendre aussi les projets à venir. Donc juste passer la parole à Céline Moreto pour qu'elle reprenne la suite et qu'elle vous présente davantage ce qui va être évoqué. Et puis après, on laisse place aux intervenants. Ce que vous allez me dire. Voilà, je vous remercie. De l'ordinateur pour passer les diapos. Alors, j'espère que je vais pas postuler dessus. Donc, simplement, moi, effectivement, je vous remercie tous et toutes d'être présents. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit M. Hanin, mais c'est vrai que c'était. Déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de formation médicale continue au GAM. Ça fait vraiment très très longtemps. Ça fait encore plus longtemps qu'on n'a pas eu l'opportunité de faire des rencontres ville-hôpital. Et c'est vrai que je pense que c'était une demande, un souhait de pas mal de monde. Et faute de temps, faute d'opportunités, et puis grâce au Covid, on n'a pas pu vraiment organiser tout ça ces dernières années entre nous. Donc vraiment merci de votre venue et de représenter autant de métiers et autant d'endroits et de modes d'exercice. Et puis c'était aussi l'occasion, comme on a développé des nouvelles consultations externes dans l'établissement, un nouveau métier, l'infirmière de pratique avancée, qui pour le coup va être vraiment l'interface ville-hôpital, qui va représenter vraiment le maillon, le chaînon manquant entre les pratiques de la ville et celles de l'hôpital. Donc voilà, c'était l'opportunité finalement de se réunir et on accueille aussi des nouvelles spécialités au sein des consultations externes. Donc je vais vous faire juste un petit panel pour ceux qui ne connaissent pas bien le GAM, et puis pour ceux qui le connaissent bien aussi, je suis sûre qu'ils vont découvrir aussi des choses qu'on fait au GAM et qui ne savaient pas forcément. Donc simplement voilà, quelques diapos pour vous présenter rapidement notre établissement et nos activités. Donc la présentation générale du GAM, ensuite je vous parlerai de l'offre de soins et du plateau technique qu'on a au sein de l'établissement, puis ensuite on fera un petit focus sur les consultations externes puisque c'est un peu le sujet de la soirée. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, le GAM, c'est le groupement hospitalier Aude-Marne, qui est un établissement qui résulte de la fusion de 3 établissements en janvier 2008. Donc, vous voyez que ça ne date pas d'hier. On a 660 places
qui sont répartis sur l'hôpital de Romilly, qui est l'hôpital présentant le plus fort nombre de lits et d'activités et de plateaux techniques. Ensuite, l'hôpital de Cézanne, avec 194 lits et places, qui est situé dans la Marne, d'où le groupement hospitalier Côte-Marne, et l'ancien hôpital local de Nogent-sur-Seine, qui représente 133 lits, essentiellement des lits d'EHPAD et du SLD. Donc vous voyez, j'ai mis mes petites photos pour que ça donne envie de venir au GAM. Quand vous arrivez devant l'hôpital de Romilly, c'est vrai que c'est peut-être pas le site le plus joyeux, et un jour il y aura des travaux et un jour ce sera beau. En attendant, on fait des belles choses à l'intérieur. Ensuite, l'inscription au sein du territoire. Vous voyez qu'au sein des hôpitaux Champagne-Sud, l'établissement, le GAM, donc, fait partie des hôpitaux Champagne-Sud qui regroupe l'ensemble des établissements publics de santé de Puy-l'Aube et un petit bout du Cézannais. Dans l'ensemble, on représente environ 25% quand même de l'offre de soins des hôpitaux Champagne-Sud, ce qui est loin d'être négligeable. On a 692 ETP médicaux et non médicaux, donc ça c'était en 2019, je ne pense pas qu'il y ait eu une grosse évolution, on doit être à peu près toujours aux environs de 700 agents. On a un budget qui est de l'ordre de 53 millions d'euros annuels. Et ensuite, notre bassin de recrutement, il regroupe environ entre 68 et 70 000 habitants, essentiellement bordés par les zones d'influence de Châlons et d'Épernay dans la Marne. Au sud, on a plutôt l'hôpital de Troyes qui prend la plupart de l'activité. Et donc, du côté de la Bourgogne, on a l'hôpital de Sens, et quand on va vers l'Île-de-France, l'hôpital de Provins, mais évidemment, vous savez ça tout aussi bien que moi. Alors, je ne vais pas vous détailler les chiffres qui sont dans le tableau, parce que ça ne présente pas un intérêt majeur, simplement pour que vous sachiez qu'en nombre de lits sanitaires sur l'ensemble des 3 sites, on a 251 lits d'hospitalisation. Ensuite, on a des places de SIAD, donc c'est les soins infirmiers à domicile, une centaine de places. On a quand même 309 lits d'EHPAD, enfin places d'EHPAD, ce qui est quand même important, c'est le plus gros établissement des HCS en termes de nombre d'EHPAD. Et donc, l'ensemble tout confondu fait 664 lits et places. Donc, l'établissement il est structuré en 2 pôles d'activité qui se déploient sur l'ensemble des 3 sites du GAM. Donc, le directeur général des hôpitaux Champagne-Sud, M. Philippe Bluer, est également directeur du GAM. Notre directeur délégué, directeur des soins, donc David Hanin, qui a introduit la soirée. Je suis l'actuelle présidente de la CME, encore pour au moins un mois. Ensuite, nous avons un directeur des affaires générales et des finances, M. Christophe Rochas, qui est là debout. Une directrice des EHPAD, Mme Émilie Meston, qui n'est pas là ce soir, je crois qui vient d'arriver dans l'établissement. Et donc, comme je vous disais, une structuration en 2 pôles d'activité, un pôle urgence et médico-technique, dont je suis chef de pôle, et le pôle médecine, maternité, gériatrie, que dirige le docteur Agnès Sénat. Et puis donc, on a 3 cadres de pôle qui supervisent l'ensemble des activités sur ces 2 pôles. Donc, dans les activités de soins, on a en maternité, médecine gériatrie, donc la maternité, médecine polyvalente à orientation cardio et l'unité de surveillance continue, de l'hôpital de jour, de la médecine composante gériatrique, des soins de suite et de réadaptation à la fois polyvalents et à la fois gériatriques, de l'hospitalisation à domicile et des soins infirmiers à domicile, des soins palliatifs sous forme d'une unité et d'une équipe mobile, et beaucoup d'EHPAD et du SLD. Et sur le versant urgence et médico-technique, donc on a l'activité urgence au SMUR-UHCD au site de Romilly et Cézanne, un laboratoire qui historiquement faisait partie du pôle, mais qui maintenant est relié à un pôle territorial sur l'ensemble du département, la pharmacie, pareil, c'est la pharmacie du GAM, mais elle fait partie du pôle territorial sur l'ensemble des établissements, la radiologie, même combat. Le scanner, donc, c'est un groupement d'intérêt économique qui est donc passé entre l'établissement, le GAM et la clinique du Pays de Seine pour son activité, donc public et privé. L'IRM, c'est le même fonctionnement, sauf que là, c'est un partenariat entre le GAM et le docteur Brahimi, qui est radiologue, donc également une activité publique-privée. Et on a une forte activité de consultation externe avec une UTEP, donc pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est une unité transversale d'éducation du patient, donc qui a vocation effectivement à prendre en charge
l'éducation thérapeutique, et l'ELSA, donc c'est l'équipe de liaison et de soins en addictologie, c'est ça, mais bon. Donc pareil, prise en charge des addictions, à la fois tabac, alcool, etc. Qui sont reliés également au secteur des consultations externes. On est agréé donc pour l'accueil des antennes, dont nous avons quelques représentants ici au premier rang. Donc on a quand même l'agrément pour l'accueil des internes dans pas mal de services, pratiquement tous les services du GAM, les urgences, la médecine, le SSR, etc. Il n'y a pas forcément des internes dans tous les services à chaque fois, mais en tout cas on a des agréments. Alors, j'ai commencé par les urgences, il fallait bien commencer par quelque chose. Donc pour les urgences, comme je vous disais, on a 2 sites d'urgence. Donc sur Romilly, on a Urgence SMUR et UHCD, donc l'unité d'hospitalisation de courte durée. Sur le site de Cézanne, c'est une antenne SMUR donc, qui fait les interventions et qui voit les patients aux urgences en même temps quand le SMUR est présent, et quand le SMUR est sorti, il y a un médecin relais qui voit les patients à l'accueil. Sur le site de Romilly, on a une antenne de télé-AVC, dont vous avez peut-être entendu parler à l'époque où on avait inauguré, donc ça fait déjà quelques années. Cette antenne, elle est destinée à prendre en charge les patients en phase aiguë d'un AVC. Donc on essaie de voir les patients le plus rapidement possible après la survenue de l'AVC, de manière à pouvoir avoir un traitement efficace sur l'AVC. On est en lien sous forme de télémédecine avec l'hôpital de Corbeil, le service neurovasculaire du CHSF. On transfère les images, on donne des avis aux patients, et on peut aussi avoir un système de visioconférence, on ne l'utilise pas forcément, mais en tout cas, le neurovasculaire peut voir nos patients à distance, et ensuite on décide ensemble de la thérapeutique à adopter. Donc on peut soit thromboliser le patient sur site, soit le transférer pour qu'il bénéficie d'une thrombectomie, ou alors ni l'un ni l'autre ne sont souhaitables, et on peut transférer le patient pour des examens complémentaires ou une hospitalisation. Donc la médecine polyvalente à orientation cardio, c'est le secteur qui reçoit principalement les patients sortis des urgences. Donc on a une unité de 31 lits qui est sous la responsabilité du docteur Salim Chaouch-Teyera, qui est ici présent, avec donc une équipe médicale au sein du service, et qui a des activités à la fois de médecine polyvalente, de médecine à orientation cardiologique et des lits de surveillance continue. Donc on a une autorisation qui a été maintenue pas sans mal, mais voilà, qui peut prendre en charge des patients qui nécessitent une surveillance plus rapprochée. Ensuite, l'hospitalisation de jour, qui est gérée par la même équipe et qui a des activités assez variées, donc de toutes spécialités confondues. Les différents spécialistes peuvent prendre en charge leurs patients au sein de l'HDJ, qui est sous la responsabilité du docteur Chaouch et du docteur Begrich, et on envisage de développer de nouvelles activités d'HDJ. Le court séjour gériatrique de Romilly, donc il y a une équipe médicale qui est mutualisée avec celle du SSR gériatrique. Donc sur la même équipe médicale repose la responsabilité des 2 structures. Donc le docteur Kamagaté est responsable du service de court séjour et de SSR. Donc ils sont situés ici. Le court séjour c'est au rez-de-chaussée, le SSR c'est à l'étage. C'est 2 services qui sont entièrement neufs, qui ont été vraiment entièrement refaits il y a 1 an, en plein Covid, parce qu'on a emménagé le SSR, il me semble, au mois d'août, dans le court séjour au mois d'août, et le SSR au tout début du Covid. Donc sur le SSR, on a en plus des lits, un secteur de rééducation, qui est vraiment quelque chose de tout neuf et qui fonctionne bien. Sur la maternité, on a une unité de 18 lits avec un secteur d'IVG, un bloc opératoire, un bloc de césarienne, et donc effectivement on fait tout ce qui relève d'une maternité de niveau 1, le suivi des grossesses, les accouchements, le suivi en post-couche, le retour à domicile, l'allaitement. Il y a des ateliers de portage des bébés, de massage, de rééducation périnéale. J'en oublie sûrement, il y a beaucoup de choses qui sont sous la responsabilité du docteur Okemba et de Christelle Dobry, qui est la sage-femme. Ensuite, l'unité de soins palliatifs qui est ouverte ici depuis 2001, que vous avez peut-être eu l'occasion de visiter. Donc, il y a un beau service confortable et chaleureux, donc pour 5 lits mobiles, 5 lits fixes et une unité mobile de soins palliatifs qui se rend à domicile et qui intervient aussi dans les services à la demande des patients, qui est sous la responsabilité du docteur Agnès Aymar.
Ensuite, le docteur Emmer s'occupe aussi de l'hospitalisation à domicile. Donc c'est vraiment un service d'hospitalisation qui se déploie au domicile du patient ou en EHPAD, avec toutes les potentialités d'exercice de l'hospitalisation. On va bientôt également développer l'activité de transfusion à domicile, qui n'existait pas jusqu'à maintenant, mais qui va être une des activités que l'on va développer. Et beaucoup d'activités aussi de prise en charge de soins palliatifs sur l'hospitalisation à domicile. Sur le secteur de Cézanne, maintenant, donc on a, vous voyez, c'est grand, hein, finalement, l'hôpital de Cézanne, on ne se rend pas compte, mais vu d'en haut, on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de surface. Il y a un service de médecine qui comporte 17 lits, un SSR polyvalent de 40 lits, et puis un certain nombre de secteurs d'EHPAD aussi. Et j'ai mis les moutons parce que sur Cézanne, il y a une activité d'éco-pâturage. Ce n'est pas une activité hospitalière, mais j'aime bien la photo. Ensuite, les USLD et les EHPAD. Donc, l'USLD, c'est sur le site de Nogence, il est pour des résidents qui nécessitent des soins médicaux complexes. Et on a également 4 secteurs d'EHPAD, donc sur les 3 sites. À Cézanne, il y a un PASA, donc un pôle d'activité de soins adaptés, il me semble, et un accueil de jour. Et à Cézanne, on va ouvrir l'année prochaine une unité de vie protégée pour les patients atteints de maladie d'Alzheimer, enfin des troubles apparentés, qui nécessitent la possibilité de déambuler, d'avoir accès à des secteurs sécurisés. Le laboratoire du GAM, donc, il se trouve sur le site de Romilly. C'est un laboratoire d'analyse de biologie médicale qui fait vraiment toute l'activité polyvalente, l'activité d'urgence. Certaines analyses très spécifiques ne sont pas réalisées sur site, et il y a également un dépôt d'urgence vitale qui occupe pas mal d'activités des techniciens, parce que c'est quand même une activité qui est assez prenante. Donc, pour l'instant, effectivement, l'activité du dépôt, elle est sous la responsabilité du laboratoire, et après, on verra peut-être des évolutions futures. On en parlera après. Pour l'imagerie, on a un secteur d'imagerie sur les 2 sites de Romilly et de Cézanne, donc avec l'activité de radio, d'échographie, et sur Romilly uniquement, on a un scanner IRM qui est ouvert depuis 1 an maintenant, et donc qui fonctionne très bien. Une pharmacie sur le site de Romilly, donc sous la responsabilité d'Antoine Ngougou, qui fait tout ce qui est activité de pharmaceutique pour l'ensemble de l'établissement, pour les EHPAD, la rétrocession aux patients externes, et puis la conciliation médicamenteuse et l'analyse pharmaceutique pour les patients hospitalisés. Et il y a un projet alors j'ai appelé ça robot reconditionneur, je ne sais pas si c'est le mot exact. Bon, en tout cas, il va peut-être y avoir un robot qui va reconditionner les médicaments et délivrer des doses nominatives. Et donc, on en vient en consultation externe. Alors, je ne vais pas tout vous détailler parce qu'il y a les dépliants qui listent l'ensemble des activités de consultation externe, mais vous voyez, il y a quand même pas mal d'offres avec de la dictologie, de la cardio, chirurgie digestive, chirurgie vasculaire qui va débuter, de la diabéto, de la diététique, etc., etc. Donc vraiment, il y a beaucoup d'offres de consultation, avec aussi pour tout ce qui est imagerie et maternité et laboratoire. Alors, ça c'est notre site Doctolib. Ça, je me suis permis de mettre ta photo. Comme vous le savez, les consultations externes, les rendez-vous sont accessibles par Doctolib. Donc, quand vous allez sur Doctolib pour prendre un rendez-vous pour le GAM, voilà, vous avez ce type de page qui s'affiche. Donc, la plupart des consultations sont accessibles au rendez-vous par Doctolib. Sur le site de Cézanne, on a également des activités de consultation externe, alors avec un panel d'offres un petit peu moindre, mais malgré tout, il y a quand même pas mal de choses, de la dicto, de la chirurgie, de la diabéto, gynéco, rhumato, et puis de l'urologie. Et on a également de l'imagerie conventionnelle et de l'échographie, avec également des possibilités de prise de rendez-vous par Doctolib. Voilà, et je vous ai balayé un peu le panel de l'ensemble de ce qu'on faisait au sein du GAM. Je pense que ça fait pas mal de choses, peut-être trop. Il n'y aura pas d'interro écrite, hein, vous n'êtes pas obligé de tout noter, mais voilà, vous pouvez voir que dans l'établissement, on a quand même une offre assez riche et assez variée. Bonsoir à tous. Merci Céline. Alors, merci de m'accueillir au centre hospitalier de Romilly. Merci de me donner la possibilité de vous exposer un petit peu le projet qu'on va mettre en place avec la direction et la présidence de CME.
Donc, je vais vous faire une brève présentation. Je suis docteur M6, je suis praticien hospitalier en chirurgie vasculaire au centre hospitalier de Troyes, où j'ai récupéré la chefferie de service il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, en novembre de l'an dernier, après avoir été un petit peu démarché par la direction de l'hôpital alors que j'étais PH pendant 15 ans dans un centre hospitalier dans le sud-ouest. Donc vous excuserez mon accent, s'il y a des mots que je prononce mal, vous me le dites. Voilà, donc pendant 15 ans, j'ai eu l'habitude d'exercer dans des centres hospitaliers entre guillemets périphériques, parce que je suis persuadé que la qualité des soins rime aussi avec la proximité de l'offre de soins. Et j'ai toujours trouvé dans les hôpitaux qui ne sont pas les hôpitaux support des collègues paramédicaux et médicaux motivés pour bosser. Et il y a toujours eu une demande, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours une demande de prise en charge de patients, et que même quand on est un peu loin d'un centre hospitalier de référence, il n'y a pas de raison que les patients attendent 2 mois pour avoir un rendez-vous. Et en général, quand on vient consulter quelque part, c'est toujours gagnant-gagnant pour les 2 structures. Donc lorsque la direction de Troyes m'a demandé s'il y avait possibilité de développer une activité sur Romilly, j'ai de suite été emballé en leur disant bah oui, bien évidemment, on pourrait faire de la consultation de varices, et puis on pourrait également améliorer la prise en charge des plaies et cicatrisations, parce que moi c'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, et c'est la conjonction des planètes qui fait qu'à ce moment-là, quand j'ai proposé ça, on m'a dit ah mais justement ça tombe bien parce qu'on a un projet de plaies et cica, et puis voilà. Donc du coup je suis venu, j'ai rencontré Céline et on a discuté, et puis on a décidé de monter quelque chose. En général, lorsque j'interviens dans un centre hospitalier autre que le centre support, j'opère le matin, je consulte l'après-midi. Alors, je pense qu'il y a un projet, hein, on ne parlera peut-être pas, mais il y a un projet de chirurgie à moyen terme, et pour l'instant, ça ne sera que de la consultation. L'objectif étant de pouvoir fixer sur le bassin de population de Romilly tout ce qui peut être fait ici, et puis d'apporter une offre de soins rapide, de consultation, d'avis et de support pour tout ça. Merci. Donc l'objectif, c'est, pour ce qui concerne la pathologie veineuse, d'offrir une offre de soins pour vos patients qui ont des varices ou des pathologies veineuses au sens plus large, comme des ulcères veineux, et de pouvoir les rencontrer sur l'hôpital de Romilly en consultation, de leur proposer un bilan écho-Doppler, et ensuite de les orienter sur Troyes en attendant de pouvoir les prendre en charge directement ici. Je dois dire que j'ai de la chance parce que, en discutant avec le docteur Moretto, il s'est trouvé que vous avez à Romilly un médecin qui a déjà des compétences en écho-Doppler et que j'ai rencontré, qui est très sympathique. Donc le docteur Cac a de suite naturellement été englobé dans le projet, puisque ces patients que vous pourrez nous adresser en consultation seront vus par Simon, et il fera le bilan préliminaire, et ensuite on pourra les prendre en charge chirurgicalement. Pour le post-opératoire, les patients ont la majorité du temps besoin de sclérose complémentaire. L'acte chirurgical en lui-même n'est pas l'alpha et l'oméga, et donc on doit poursuivre le traitement par des scléroses. Et il se trouve que j'ai la chance d'avoir pu convaincre le docteur Solène Daou, que j'ai emmené avec moi, qui est ma consoeur, qui est arrivée tout récemment au centre hospitalier de Troyes, qui est chirurgien vasculaire. J'ai pu la convaincre d'intégrer l'équipe. Il y a là une expertise importante dans tout ce qui est prise en charge post-opératoire, sclérose. Alors évidemment, elle fait tout ce qui est laser, radiofréquence comme moi, mais en plus, elle fait ce que je ne fais pas, c'est-à-dire tout ce qui est sclérose à la mousse,
les lasers cutanés pour toutes les varicosités esthétiques. Et donc, on pourra venir consulter à 2 sur des créneaux différents dans la semaine. Moi, pour l'étape préopératoire et planification de l'acte, et puis Solène pour le suivi, en sachant qu'elle pourra elle aussi voir des patients en première ligne si vous adressez, si les patients n'ont pas la possibilité de se déplacer un jour, ils pourront voir un autre jour. Voilà. Donc, pour agrémenter cette présentation sur l'activité veineuse, bon, je suis chirurgien, donc qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer une intervention de varices selon la technique laser, c'est-à-dire la technique qu'on souhaiterait proposer aux gammes lorsqu'il y aura une possibilité de prendre en charge les patients chirurgicalement sur place, quelques années, mais peut-être plus tôt. Et sinon, comment les patients que vous nous confierez seront pris en charge. Ça permet de faire une petite revue de la technique actualisée des varices, puisque vous avez sûrement tous entendu parler de la crossectomie stripping, qui est cette technique qui doit exister depuis 100 ans, qui consistait à inciser au pli de laine, inciser en bas, on coupait la veine, on mettait un stripper, on arrachait tout. Et cette technique est encore pratiquée par certains collègues, mais elle est de plus en plus délaissée. Elle a été délaissée il y a 10-15 d'années pour une technique endoveineuse de radiofréquence, avec que j'ai commencé à faire moi depuis en 2010, en 2009-2010, et on avait l'inconvénient de ne pas avoir le droit de traiter les petites saphènes, les saphènes externes, chose que le laser est autorisé à faire. On peut traiter toutes les varices avec du laser, et c'est ce qui explique entre autres que j'ai switché de technique pour passer de la radiofréquence au laser. Voilà, donc depuis 4 ans maintenant, je fais les varices en laser. Pour que vous compreniez bien, le laser, c'est une technique qui va uniquement s'adresser au traitement de la saphène interne crurale, donc sur la portion de cuisse. Donc, au lieu d'arracher la saphène par un stripping, on va la thermosouder avec un laser qui chauffe la veine de l'intérieur à 120 degrés, de façon à faire une sclérose par la chaleur. Et le traitement sous le genou reste le traitement classique des phlébectomies chirurgicales, comme on le fait depuis des décennies, et ça n'a pas changé. Mais le grand intérêt de ces techniques endoveineuses, c'est que on n'a plus d'abord du pli de laine, donc on n'a pas de complications de cicatrisation. Ça a été une révolution physiopathologique, puisque quand on était petit interne de chirurgie, on apprenait qu'il fallait bien sectionner toutes les collatérales de la crosse pour éviter des néocrosses. Les néocrosses arrivaient quand même malgré tout. Et en fait, on s'est rendu compte avec ces techniques endoveineuses qu'en préservant les 2 premiers centimètres, enfin les 2 derniers centimètres de la saphène, et en préservant toutes ces collatérales, on évitait les récidives de la crosse. Donc c'est une procédure qui est aussi efficace, voire plus efficace que la chirurgie conventionnelle. On n'a plus toutes ces complications de douleurs, d'hématomes, d'inconfort qu'on pouvait avoir en post-opératoire. Comme je dis toujours aux patients, c'est une chirurgie qui n'est pas faite à but esthétique, mais le résultat, lui, est dans la très grande majorité des cas toujours très esthétique, parce que pour traiter une saphène interne, ça se résume à une petite incision de 2 mm, c'est quasiment du percutané. Voilà. Je vais vous montrer tout ça quasiment en temps réel. Alors pour faire une chirurgie de varices, on a besoin d'un appareil d'écho-doppler qui va nous permettre de ponctionner la veine. On a un générateur de laser qui va permettre de délivrer la bonne puissance pour avoir 120 degrés. Et on a une pompe qui va permettre d'injecter de l'eau sous la peau, autour de la veine, pour faire l'intumescence et pour séparer la veine des tissus avoisinants des nerfs. Donc on commence par un repérage de la veine saphène que l'on voit en longueur, et on va tout simplement ponctionner sous écho
J'accélérerai s'il y a des temps morts, mais voilà, ça c'est le visuel qu'on a. On voit bien l'aiguille qui rentre dans la veine. Ouf. Voilà. À partir de là, on va mettre en place ce qui permet de rentrer la sonde dans le patient, donc un introducteur. Avant de mettre l'introducteur, on garde le trajet par un guide. Ensuite, on met cet introducteur qui est un système avec, au niveau orange, une valve hémostatique qui permet de faire l'étanchéité. Un petit coup de bistouri pour ne pas abîmer la peau quand on passe. Voilà. Hop. Et à partir de là, on a l'accès au malade. Ça, c'est comme ça qu'on commence toute procédure endovasculaire. Hein. Alors là, vous voyez le cercle du laser. Hein, ça fait un ring rouge qui, pour l'instant, n'est pas actif. Donc, je ne me suis pas transpercé la main parce que le laser n'était pas activé, puis je n'ai pas appuyé sur la pédale. Et là, on fait le repérage de la crosse. On a la fameuse image de Mickey avec la tête et puis les deux oreilles. Et puis ici, on va avoir la crosse de la saphène. On va voir la valvule terminale qui est refluente. On la voit bien battre. Et puis, vous voyez ici l'extrémité de la sonde que l'on va positionner 2 cm avant la plongée de la saphène dans la veine fémorale commune. Et ce qui nous permet de préserver toutes ces collatérales. Ce qui sera un facteur pour éviter les récidives. Ensuite, je prends l'aiguille qui m'a servi à ponctionner, qui est raccordée à une tubulure qui est elle-même raccordée à la pompe qui va injecter l'eau sous pression. Et j'injecte de l'eau, du sérum injectable classique, sous la peau, tout autour de la veine, de façon à isoler la veine des tissus avoisinants pour limiter l'effet de brûlure, puisque on le voyait surtout avec la radiofréquence, on pouvait avoir des mattings, donc des colorations un peu brunes liées au sang coagulé et les pigments sanguins qui venaient tacher la face interne de la peau. Voilà. Donc bon, là, on suit tout le trajet de la sonde pour injecter de l'eau entre la peau et la veine. Voilà, donc on voit très bien. Hein. Et puis là, vous avez la procédure à vitesse normale. Si Simon pourra témoigner, il est venu récemment à Troyes pour que je lui montre tout ça. Et puis c'est relativement simple. Moi, j'ai été formateur pendant des années pour la technique de radiofréquence. Quand les collègues venaient au blog pour que je leur montre, je mettais 5 procédures. Au bout de la 4e, ils étaient lâchés. C'est vraiment une procédure qui est très sympa, qui est quasiment indolore pour les patients. J'ai opéré des patients qui étaient artisans et artisans à leur compte. Et ils avaient besoin de reprendre le boulot très vite et je leur mettais 2 jours d'arrêt de travail. Et puis certains, je me croisais à Cahors le lendemain dans leur camion et puis après je leur disais au bout de 6 semaines, je vous ai vu dans le camion. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, bon, ça c'est une autre vue, c'est une vue en coupe pour montrer justement qu'on voit bien les plans un peu névrotiques, que la veine soit au-dessus ou en dessous, finalement, ça ne change pas grand-chose puisqu'on fait l'intumescence. On n'a pas vraiment de restriction en termes de calibre. Je pense que la plus grosse saphène que j'ai eu l'occasion de traiter, elle devait faire 22 mm de diamètre. Pour une veine qui, normale, fait 4 et qui commence à être pathologique à 6-7, 22 c'est costaud, mais en fait on a de bons résultats. Donc, on va continuer un petit peu plus rapidement, s'il reste... hop, voilà. Ça, c'est une dernière injection. Voilà, alors à partir de là... Voilà. Donc là, vous voyez, quand on brûle au laser, ça fait des bulles. Et puis, on a la délivrance de joules. Hein, c'est des joules, donc
70 joules par centimètre. Et puis on se retire. Alors on fait le premier segment sous écho, et puis ensuite on enlève l'écho, et puis c'est la petite musique. Il y a un bip, alors là vous n'avez pas le son, mais la machine fait un bruit en continu, et tous les centimètres, elle fait un tut-tut-tut. Voilà. Et le jeu du chirurgien, c'est de retirer, et que chaque tut-tut-tut tombe sur un petit point noir, voilà, pour se retirer à la bonne vitesse. Voilà, donc, faut être un petit peu musicien, c'est plus facile. Donc voilà, on fait ça, on retire, et on fait la thermocoagulation depuis 2 cm avant la veine fémorale commune jusqu'à la jarretière. On ne fait pas de thermo-occlusion de saphène plus bas pour ne pas prendre le risque de léser le nerf saphène interne. Vous voyez que le patient a été marqué au préalable par l'angiologue. Donc on a prévu avec Simon tout ça. Et puis ensuite, bon, je ne vous ai pas montré ça, il y a les temps de phlébectomie qui accompagnent toujours le traitement de la saphène interne. Voilà. Donc ça, c'était pour la première vidéo. Est-ce que vous avez des questions peut-être ? Alors s'il n'y a pas de questions, je vais enchaîner. Alors quand on a discuté avec le docteur Moretto, on a parlé de ce qu'on pouvait faire en consultation. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis très impliqué dans la prise en charge des plaies chroniques, et je leur ai proposé de monter une consultation de plaies et SICA, parce que c'est très important. Les choses ont beaucoup évolué depuis ces 15 dernières années, mais on voit toujours que la prise en charge plaie et cicatrisation n'est pas forcément très systématisée, et que ça peut encore poser problème à certains collègues avec des situations complexes où on ne sait pas comment prendre en charge le patient, dans quel ordre, à qui s'adresser. C'est vrai que ce n'est pas forcément un versant de la pathologie vasculaire déjà connu en tant que tel. C'est pas forcément que ça fait intégralement partie du domaine du champ d'action de la chirurgie vasculaire. Et puis, on ne sait pas forcément dans quel délai, est-ce qu'il faut faire des pansements, regarder si ça cicatrise, à quel moment on fait appel à un collègue, quels sont les bilans, voilà, est-ce que c'est du veineux, est-ce que c'est de l'artériel. Et il y a des disparités. Moi, j'avais vu qu'il y avait des disparités de prise en charge. Et parfois, on assiste encore à des patients qui arrivent avec des plaies évoluées, et on a du mal à faire du sauvetage de membres. Donc, moi, j'ai cette expérience de consultation, de plaies et SICA avancée, on va dire. Et en fait, en proposant ça, on m'a dit, eh ben justement, on a Magali, qui est notre infirmière de pratique avancée, qui est très impliquée dans les plaies, elle est là, dans les plaies et cicatrisation. On avait justement l'objectif de monter une consultation de plaies SICA. Donc j'avais vraiment l'impression, ce jour-là, en discutant avec Céline, que c'était conjonction des planètes, quoi. Donc, nous avons ce beau projet de monter une consultation plaies et SICA dans l'objectif de repérer les patients qui ont des ischémies critiques, de façon à ce qu'ils puissent être pris en charge dans des délais satisfaisants, afin de les faire cicatriser et d'éviter avant tout les amputations et les pertes d'appui, les pertes de membres. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas me faire une présentation sur les actualités dans le domaine, et qu'est-ce qu'un chirurgien vasculaire en 2021
peut apporter à des patients qui ont des plaies chroniques, puisque j'ai cette chance, je pense, d'avoir été au moment de ma formation où ça n'existait pas et j'ai suivi toutes les évolutions techniques au fil de ma carrière. Quand j'étais chef de clinique à Reims, je me rappelle que je poussais des guides dans les artères de jambes qui étaient occluses et je voyais bien que le guide suivait le trajet anatomique de l'artère, mais le matériel n'existait pas. Quelques années plus tard, ils ont transformé le matériel coronaire en matériel jambier en juste changeant le packaging, pour vous dire. Donc pendant des années, on a mis des stents coronaires dans des artères de jambes parce que sur la boîte, ils avaient mis périphérique au lieu de coronary. Et puis après, le matériel s'est développé avec toutes les études. Donc voilà, je me propose de vous faire une petite présentation sur tout ça depuis le début jusqu'à maintenant. Voilà, les nouveaux traitements du domaine plébiscitaire. Alors comme je vous le disais, il y a eu un changement drastique dans les prises en charge. J'aime bien comparer l'avant et l'après, parce que pour moi c'était vraiment ça. En 2000, on était encore à l'époque de l'âge de pierre. L'amputation de jambes était souvent réalisée, et quand moi j'étais interne, on a eu des indications d'amputation de jambes qui maintenant seraient des indications sans aucune discussion possible de revascularisation jambière. Mais bon, c'est comme ça que fonctionne la médecine et les progrès. Hein, voilà. Quand on parle d'artériopathie jambière, quand on parle d'ischémie critique, il faut avant tout rappeler la définition. L'ischémie critique, c'est une traduction française de critical ischemia qui relève d'une notion qui a été publiée pour la première fois dans les années 2000 par un consensus d'une cinquantaine de sociétés savantes anglo-saxonnes et françaises dealant avec les problèmes d'artériopathie. Et j'aime bien raconter aux internes un peu de façon provocante que les anglo-saxons, ils en avaient marre d'avoir la classification française de Leriche-et-Fontaine et que donc ils ont eu absolument besoin de créer leur propre classification de Rutherford parce qu'ils ne pouvaient pas continuer d'utiliser une classification française, quoi. Donc ils ont sorti en 2000, au cours d'un congrès, une nouvelle classification pour l'artériopathie, en 6 stades au lieu de 4, mais c'est la même chose que Leriche-et-Fontaine, à la différence que on introduit dans cette classification des mesures de pression de cheville, donc quelque chose d'objectif. Dans la classification de Leriche-et-Fontaine, les patients étaient en stade 3 quand ils avaient des douleurs de décubitus et stade 4 quand ils avaient des troubles trophiques, des ulcères ou des nécroses. Tout ceci est regroupé sous l'appellation d'ischémie critique, de critical ischemia. Et l'ischémie critique, la définition, tous les mots sont importants, tous les mots comptent, c'est une douleur permanente, supérieure à 2 semaines, non calmée par les antalgiques de classe 2, et ou accompagnée de troubles trophiques ou de perte de substance, qui soient mineures ou majeures, avec des pressions de cheville inférieures à 30 mm de mercure. Et lorsqu'on a dit ça, on a l'ischémie critique, c'est-à-dire la réunion du stade 3 et du stade 4 de Leriche-et-Fontaine. L'ischémie critique, c'est une situation de sauvetage de membres. Si on ne revascularise pas une ischémie critique, on aura une gangrène, une amputation. Et souvent, l'ischémie critique est liée à une dégradation jambière, à une dégradation des artères jambières, des occlusions jambières importantes. Donc, l'artériopathie jambière, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il faut la distinguer comme une sous-partie distincte de l'artérite des membres inférieurs, parce que tous les progrès quasiment qui ont été faits ces 10 dernières années dans la prise en charge des membres inférieurs ont été faits à l'étage jambier. On a des nouvelles règles d'intervention qui sont basées sur des études,
Mais malgré tout ça, ça fait encore l'objet de disparités dans la prise en charge en fonction des équipes. Voilà. Il y a des équipes qui restent peut-être plus traditionnelles, parce que aussi les mentalités ont du mal à changer, et que pendant très longtemps, on s'était dit, les patients qui ont des plaies comme ça, avec des tendons exposés, des gros ulcères, des escarres du talon, surinfectés, ils sont âgés, ils sont malades, ils ont des comorbidités, ils ont des plaies qui sont graves, hein. Ça cicatrisera jamais. Donc, pour leur faire des pontages fémoro-jambiers, un pontage, c'est 6 heures. C'est difficile, ça peut se boucher derrière. Pourquoi infliger tout ça à un malade alors qu'une bonne amputation, c'est rapide? Ça coûte pas cher, et puis il n'y a plus d'infection, quoi. Et puis une amputation, ça cicatrise toujours. Ça, c'est des questions auxquelles on a été confrontés. Donc, pourquoi vous voulez passer du temps, de l'argent à faire des trucs alors que voilà, vous n'allez pas à son âge quand même. Laissez-le tranquille, amputez-le et puis c'est tout, quoi. Le problème, c'est qu'on a eu beaucoup d'études qui ont été faites qui montraient que donc on avait des a priori, et ces a priori, ces études les ont dégagées. Le premier a priori, c'était que, comme je viens de vous le dire, patient âgé et fragile, intervention longue, amputation. Et en fait, des études ont montré, des études avec de nombreux cas, 1423, là, la mortalité opératoire d'une procédure de pontage durant 6 heures, c'était aux alentours de 3-4%, pour un taux de sauvetage de membres à 85%. Par contre, une amputation majeure, jambe ou cuisse, c'est 20% de décès à 1 mois, c'est 50% de décès à 1 an. Donc, par rapport au deuxième a priori que les malades survivaient mieux avec une amputation, c'est faux. Amputation, c'est plus rapide, c'est moins cher, mais c'est beaucoup plus mortel. Donc, sur tout ça, on s'est rendu compte que ces patients, justement, il fallait les opérer. Et on a commencé à leur faire des interventions de pontage. Donc, il y a eu une phase entre 2000 et 2005 où il y a eu un débat entre la chirurgie conventionnelle et la chirurgie endovasculaire. On a opéré ces pontages, on a opéré ces patients, on leur a fait des pontages. Voilà, des pontages, j'ai eu de la majorité de l'iconographie, c'est de l'iconographie personnelle. Vous avez un pontage fémoro-tibial postérieur rétromalléolaire avec l'intégralité de la veine saphène. Voilà. On a fait ces pontages, on s'est rendu compte que les patients survivaient, que les patients cicatrisaient, qu'ils gardaient un appui. Ceux qui avaient besoin de l'appui, lit, fauteuil, fauteuil, cabinet de toilette ou fauteuil, chaise pour aller manger, ils gardaient cet appui. Ceux qui étaient amputés, ils décédaient. Et après cette période de pontage, c'est quand même lourd, et puis un patient fatigué, fragile, il faut toujours discuter un petit moment avec l'anesthésiste parfois pour le convaincre que non, c'est pas mieux de lui faire une amputation de cuisse, tu verras, fais-moi confiance. Au bout d'un certain temps, on a commencé à développer ces procédures endovasculaires, procédures jambières. Vous voyez là, sur cette photo, on a une tibiale antérieure qui est occluse. Donc je vous rappelle que sous le genou, l'artère poplitée donne 3 artères. La tibiale antérieure qui va donner le pouls pédieux sur le dos du pied, l'artère tibiale postérieure qui va donner le pouls tibial postérieur derrière la malléole interne, et l'artère péronnière qui est au milieu des deux et qui va se connecter avec la tibiale antérieure devant, la tibiale postérieure derrière. Là, sur cette image, on a un patient qui, lorsque j'étais chef de clinique, on lui aurait fait un pontage jambier. Eh bien, ce patient a bénéficié d'une recanalisation du pont tibio-péronnier en percutané. Ce sont des procédures qu'on peut faire en anesthésie locale, plus ou moins sédation, chez des patients qui ne peuvent pas être anesthésiés. Voilà. Donc, l'angioplastie jambière est devenue une thérapeutique de première intention dans l'ischémie critique depuis moins de 10 ans. Il y a certaines lésions,
Maintenant, on prend en charge ces patients de façon tout à fait mini-invasive, percutanée. C'est mieux quand ils sont endormis, mais parce que comme ça ils ne bougent pas, comme ce sont des calibres inférieurs au calibre coronaire, on a quand même besoin que ça soit immobile. Mais si les patients ne peuvent pas être endormis, on peut le faire sous anesthésie locale. Alors voici quelques petits exemples. Vous voyez, un patient donc ils sont tous en ischémie critique avec des plaies, qui avait une artère tibiale, une artère poplitée qui finissait sur une artère tibiale antérieure, occluse ici, un tronc tibio-péronnier occlus là, et on voit un fantôme de péronnière. Pour aller vite, voici le résultat après la recanalisation bilatérale avec des stents. Quand on voit comme ça cette belle image bien droite, c'est des stents. Et j'avais terminé même en mettant un petit stent de chaque côté pour être sûr, pour traiter des sténoses préocclusives jambières. Parce que parfois, et on voit ça dans les anciens comptes rendus, on parlait de l'artériopathie, de la micro-angiopathie. Et la micro-angiopathie, en fait, c'est une artérite des artères du pied, ce qu'on appelle maintenant dans le jargon anglais le BTA, le below the ankle. Donc, depuis 5-6 ans, il y a de plus en plus de publications sur le traitement des artères sous la cheville. Et on se rend compte qu'il y a de moins en moins de patients qui ont une micro-angiopathie et qu'en fait, ce sont des patients qui relèvent de prise en charge très très distale. Des malades avec des artères de jambes perméables jusqu'à la cheville, principalement des diabétiques, et des patients qui arrivent avec des plaies qui ont flambé, l'histoire classique, c'est, voilà, je l'ai vu le premier du mois, il avait un petit bobo là, sur le gros orteil, je repasse le voir 10 jours après, l'avant-pied est tout noir. Ça a flambé comme ça, docteur. On fait l'artério, et puis à partir du tiers inférieur de la jambe, il n'y a plus rien. Donc ça, ce sont des cas qu'on voit qui sont assez classiques chez les diabétiques. On sait que le diabète atteint préférentiellement les artères jambières. Bon, d'autres images, une occlusion en tibia antérieure, avant, après. Tout ça pour argumenter le fait qu'on peut prendre en charge en endovasculaire des patients qu'on n'aurait pas pu prendre en charge chirurgicalement. En particulier celui-là, qui est un patient qui avait une artérite jambière. Donc là, il faudrait lui faire un pontage ici, quoi, parce que celle-là, la tibiale postérieure, n'est pas accessible. Donc, en percutané, on arrive à retrouver un axe, un pouls pédieux, une remise en charge de l'arche plantaire, et ça cicatrise à tous les coups. Alors bon, je vais passer rapidement sur cette diapo, parce que on sait que les taux de rosténose dans les angioplasties simples est important. On a un taux de rosténose de 69% à 3 mois dans certaines études. Bon, celle-là, elle date de 2010, je pense qu'il faudrait que je réactualise ma diapo. Mais c'est surtout vrai pour les lésions qui sont longues. Mais on a un taux de sauvetage de membres qui est supérieur à 80%. Là, par contre, il y a d'autres études qui sont sorties. On a des taux de sauvetage de membres à 85%. Et c'est bien le plus important. Après, la question stent tenu versus stent actif, ça a été réglé. Pas de stent actif comme en coronaire, c'est pas la même artère qu'une artère coronaire. Il n'y a pas vraiment d'indication pour les stents actifs. Les ballons actifs, ça a été décrié en disant que ça augmente la mortalité. Bon, ça revient un petit peu à la mode, donc je n'ai pas réactualisé la diapo, mais ça revient sur le devant de la scène. Tout ça, c'est pas important parce que ce qui compte, en définitive, c'est le succès technique primaire et le taux de sauvetage de membres. Et au-delà du taux de sauvetage de membres, maintenant, depuis 2-3 ans, on a le taux de cicatrisation qui apparaît de plus en plus comme endpoint, comme but final des études. La perméabilité, elle est peut-être pas super à moyen terme, mais par contre, le taux de sauvetage de membres est plus important. Ce qui veut dire que quand ça se rebouche ou quand ça se resténose, le patient ne repasse pas forcément en stade d'ischémie critique.
puisque dans l'intervalle, il a eu le temps de développer des collatérales. Et ce qu'on sait aussi depuis de très nombreuses années, c'est que la pression partielle transcutanée en oxygène pour maintenir une peau saine est moins importante que celle qui est nécessaire pour faire cicatriser une plaie. Donc, si un patient se fait une plaie, qu'il a 7 de TCPO2, on le revascularise, il remonte à 35, puisque pour cicatriser, il faut une pression partielle d'oxygène supérieure à 30 mm de mercure. S'il passe à 35 et qu'il cicatrise, si 6 mois plus tard, sa revascularisation se rethrombose, il aura cicatrisé, il repassera peut-être à 10 ou à 15 de TCPO2, mais il ne refera pas de plaie et il restera asymptomatique. On a énormément de patients âgés dans la nature qui n'ont pas 30 de TCPO2, mais qui n'ont pas de plaie. Et vous avez tous vu des patients qui disent « Ben non, mais ça allait bien, j'avais pas mal quand je marchais, et dimanche, là, bah, pim, je tape dans la table du salon, et en une semaine, j'ai l'orteil, il est tout noir. » Voilà. Ça, ce sont les patients qui ont une artériopathie asymptomatique, à peu près compensée, qui ne marchent pas 15 km par jour pour avoir suffisamment d'efforts musculaires pour claudiquer, et qui, un jour, par une plaie, déstabilisent cet équilibre précaire de perfusion et qui arrive avec la nécessité d'être revascularisé, sinon c'est une amputation majeure. Alors, dans les techniques, on s'est rendu compte que pour revasculariser, il fallait privilégier une artère cible. C'est le concept de l'angiosome. On a progressé dans la prise en charge de ces patients avec des plaies et on s'est intéressé à l'artère qu'il fallait revasculariser. Alors que quand moi j'étais interne, j'avais appris qu'une artère sur 3 ça suffisait, on faisait le pontage sur la meilleure et puis ça cicatrisait. Et parfois on se rendait compte que ça ne cicatrisait pas et qu'on amputait des patients pontage perméable parce que le pied avait continué de flamber, quoi. Donc en endovasculaire, on essaye de privilégier la revascularisation de l'artère du territoire de la plaie. Voilà. Tout ça basé sur des études qui ont été faites au début par les chirurgiens plasticiens avec tous les travaux de lambeaux, de greffes. Voilà, c'est eux qui ont amené ça et les chirurgiens vasculaires s'en sont appropriés. Et les techniques ont tellement évolué qu'on s'est dit, il y a quand même un échec technique, technique de 20 à 40%, mais il faut impérativement revasculariser, si ce n'est l'artère cible, au moins une artère, parce que d'autres études, je vous ai dit, c'est vraiment un sujet d'étude le plus important pour les membranes depuis quelques années. On s'est rendu compte, après le concept de l'angiosome, qu'on pouvait revasculariser une autre artère si on arrivait à récupérer en même temps l'arche plantaire. Et donc, je dis toujours aux internes, on s'en fout, si on n'arrive pas à passer par la porte, on passe par la fenêtre, tu essayes de fracturer le garage, on s'en fout, il faut rentrer. Il faut arriver à revasculariser, à retrouver un axe, et c'est dans cette philosophie que se sont développées les techniques rétrogrades. Donc les techniques rétrogrades, le but c'est si on n'arrive pas à passer par le pli de laine à faire une angioplastie d'une artère de jambe, maintenant on va ponctionner des artères au pied. On va ponctionner des artères au pied sous écho ou sous guidage radio pour passer en marche arrière. Voilà. Donc on est vraiment dans l'extrême. Vous voyez, et tous les alors sur les groupes de réseaux sociaux professionnels, on appelle ça le CLI Fighter, donc c'est le Critical Limb Ischemia Fighter, c'est les combattants de l'ischémie critique qui mélangent chirurgien vasculaire, radiologue interventionnel, cardiologue interventionnel sur la planète. Cette prise en charge d'ischémie critique est faite par différentes spécialités, tous interventionnelles, et on voit de plus en plus de publications, à tel point que maintenant il y a une classification qui sert à décrire le type de lésion, et en fonction du type de lésion, il y a des indications de ponction rétrograde de première intention. C'est-à-dire que chez certains,
patient, on aura une raison d'aller piquer l'artère à la cheville d'emblée, avec des taux de succès. Voilà, moi j'ai commencé il y a 10 ans un petit peu dans mon coin, et c'est vrai qu'on est extrêmement étonné du succès technique supplémentaire que ça apporte. Donc on a de plus en plus d'armes pour se battre pour le sauvetage de membres, pour éviter des amputations. Ça c'est un patient que j'avais opéré quelques années auparavant d'un pontage veineux qui était toujours perméable, et qui arrivait là, c'était un pontage veineux hypocute bas, et qui avait occlu son tronc tibio-péronien. Et je n'arrivais pas à le revasculariser. Du coup, j'ai ponctionné son artère tibiale postérieure, et je suis arrivé à récupérer l'artère tibiale postérieure jusqu'à aller faire une angioplastie, ensuite en inversant la procédure de l'artère tibiale postérieure au niveau de la cheville. Voyons, on descend très très bas. Et quand on n'arrive pas, comme on est un peu acharné, il faut rentrer, des fois on n'arrive pas à ponctionner, donc on aborde l'artère chirurgicalement et on la ponctionne sous contrôle de la vue pour faire la procédure rétrograde. Ici, on a un cas, on ne voit pas bien, mais c'était un patient, je lui avais fait un abord de la tibia antérieure ici pour recanaliser une occlusion intrastent qui ne voulait pas céder en antérograde parce qu'il y avait une dissection de l'artère au niveau de l'entrée du stent. Donc j'étais passé en marche arrière et puis voilà, c'était bien. Donc vous voyez, on a ce genre de procédure. On a l'introducteur que vous avez vu tout à l'heure pour faire les varices qui est mis en fémoral. Et puis il y a une ponction par là. Et en fait, le guide, il rentre par le pied, il sort par le pli de laine. Et à un moment, on inverse le sens de la procédure, on recanalise en rétrograde, on fait l'angioplastie en antérograde, et voilà. Ça, c'est une nouvelle, c'est un japonais, je n'arrive jamais à me rappeler de son nom, Akazawa, je crois, qui a décrit, pour vous dire comme on est allé loin, les classifications des arches plantaires. Quand elles sont type 1 complètes, type 2A incomplète aux dépens de la tibia antérieure, type 2B aux dépens de la tibiale post, et type 3 absente. Là, vous avez un patient qui a un avant-pied ischémique. Vous l'amputerez en transméta d'avant-pied, il ne va pas cicatriser, et il va finir amputé en jambe. Et avec les procédures endovasculaires, on peut maintenant reconstruire ça. Et ça, par contre, c'est inaccessible chirurgicalement. Il n'y a pas un pontage qui fonctionne. Voilà, donc ça, toujours des petits cas perso. Vous voyez, un patient hyper dégradé avec une occlusion de la tibiale post là, une occlusion de la pédieuse, une recanalisation, et puis au final, on récupère l'arche plantaire. Voilà. Donc, au final, les objectifs en pathologie jambière, c'est restaurer le plus d'axes possible. On essaie de privilégier l'artère cible de l'angiosome concerné par la lésion. Quoi qu'il en soit, on veut finir avec une arcade plantaire. Quand on part sur une revascularisation, il faut que ça marche. Donc, on essaye en antérograde. Si ça ne marche pas, on essaye en rétrograde. On le fait en ponction. Si ça ne marche pas en ponction, on aborde. Mais on essaie de ne pas laisser sortir le patient sans un axe de jambe perméable, parce que sinon, on le condamne à 20% de risque de décès dans le mois. Et il y en a un sur deux dans l'année qui est plus là, quoi. Donc, les progrès et les innovations ces 10 dernières années ont complètement transformé la prise en charge des ischémies critiques. On prend en charge des patients qu'on ne prenait pas en charge il y a quelques années, avec des résultats qui, quand on les voit, sont pas prévisibles. On a toujours l'impression qu'on ne va pas y arriver. Et puis en fait, quand c'est revascularisé, ça cicatrise, ça prend du temps, avec des pansements vagues,
avec des soins adaptés. Il faut quand même des bonnes connaissances en endovasculaire et en chirurgie conventionnelle pour pouvoir faire face à tous les cas de figure. Et mon dernier paragraphe, c'est pour dire que on a beau faire la meilleure chirurgie et avoir la meilleure équipe chirurgicale complètement rompue à toutes ces procédures endovasculaires, on ne peut pas mettre ça en place si on n'a pas, avant et après, une structure de plaie et cicatrisation qui reconnaît ces patients comme étant des patients porteurs d'ischémie critique, et ensuite qui va faire une activité de cicatrisation adaptée en collaboration avec les médecins hospitaliers, en collaboration avec les équipes de ville. Et tout ça, ça s'organise autour d'un projet. Et c'est ce projet qu'on veut monter ici, de façon à pouvoir apporter cette prise en charge aux patients. Mais je voudrais rendre hommage à toutes les équipes et les infirmières qui font de la PLESICA, parce que c'est quelque chose de passionnant. Ça demande beaucoup de travail, c'est des pansements qui sont longs, qui sont lourds. Ça prend 45 minutes. Et quand on a des équipes qui sont motivées et qui font ça, on arrive, on est content 3-4 mois après de voir Monsieur X ou Madame Bidule qui revient avec son ulcère comme ça, qui juste comme ça, et bientôt ça se ferme. On n'a plus besoin de voir docteur. Merci. Bonjour à tous, donc, je suis Magali, infirmière en pratique avancée depuis le mois de juillet 2021. J'ai commencé à travailler au sein du CAM en 2006, j'étais aide-soignante à la base et ensuite infirmière. J'ai exercé surtout en gériatrie. Je n'ai pas demandé s'il y avait des questions, excusez-moi. Il y avait des questions. Moi j'en aurais en fait une question, c'est les difficultés. Déjà, parce que tu as parlé de moi, je suis Simon, je fais effectivement des dépistages, notamment pas mal sur ces aides. J'ai eu 4 cas depuis le début de ce mois de novembre, en 15 jours. Vous avez effectivement des plaies d'origine ischémie artérielle qui traînent hein, des semaines, des mois, qui sont effectivement nécessaires. J'en ai encore eu une aujourd'hui. Et concrètement, derrière ça, quand je fais mon écho, je me rends bien compte qu'effectivement, il y a déjà des signes d'ischémie patentes. Je leur fais faire leur dans le scanner pour qu'ils puissent justement après vous rencontrer et prendre la suite. J'ai appelé sur 3 pour avoir des rendez-vous rapides. Et on m'a très clairement dit, alors peut-être ça a changé maintenant, qu'ils ne prenaient que des patients dont ils ont été contactés par les médecins de trop. C'est la chose qui m'a été dite en anglais. Alors chez nous à Romilly, on fait aussi de l'angioscanner, mais c'est 1 par jour, ce qui fait que les délais, donc tu vois, j'en ai 4 en 15 jours, ben, le délai que j'ai eu pour celui d'aujourd'hui, c'est autour du 13 décembre, bon, ici sur Romilly. Donc voilà, ça, bon, j'avance, mais ça traîne un peu comme ça, parce que je ne peux pas les avoir tout de suite, puisque, alors comment on fait, comment on peut... Ce que je peux vous proposer, c'est que quand vous avez un patient suspect d'ischémie critique, vous nous appelez, vous m'appelez soit moi, sur mon portable, je suis joignable anytime, et après je rebascule sur le collègue d'astreinte. Je pense que l'important c'est de prendre connaissance du patient rapidement. Après nous, on peut prendre le patient en charge en hospitalisation, on peut se débrouiller pour le voir rapidement en consulte, et j'ai envie de te dire, les scans, on s'en occupe, quoi. Il y a peut-être certains patients qui auront des créates dégradées, à qui on fera des artériographies en intention de traiter sans passer par la case du scanner, parce qu'avec un écho-doppler, on a quand même pas mal de renseignements, et des fois on les passe au bloc direct. Le scanner est un très mauvais examen. Il n'y a pas de bon examen pour les artères jambières, si ce n'est l'artériographie. Et l'artériographie, on l'a fait au bloc, et souvent, on découvre l'état des lésions artérielles, et on décide sur le moment. Voilà. C'est pour ça que moi, je préviens toujours les anesthésistes
qu'une procédure d'artériographie en intention de traiter, c'est 2h30, 3h. Parce que quand on se lance sur du jambier extrême, ça peut durer 3 heures. C'est toujours 2 fois moins long qu'un pontage veineux. Donc, merci d'essayer de nous confier des patients clés en main. Et si tu veux que ça aille plus vite, vous pouvez nous appeler. Solène aussi est à dispo. Il y a d'autres membres de l'équipe. Voilà, on est joignable. Et moi, ça ne me pose pas de problème de faire dans un premier temps le centralisateur des appels. De toute façon, moi, je n'ai pas vocation à tous les opérer parce que j'ai des collègues très compétents qui font ça aussi très bien. Mais l'essentiel, c'est que les patients n'aient pas de retard de prise en charge. Donc, si vous êtes embêté pour des scans, vous nous appelez. Nous, on peut essayer de négocier le scan. On appelle les radiologues. On dit attends, j'ai un patient là, machin. Voilà, on discute très bien. On a des collègues radiologues sur 3 qui sont très sympas. Je pense que j'ai entendu dire ça, ce que tu me disais, mais c'était sur la période de Covid où c'était au moment de la dernière vague là. Quand on était vraiment dans le dur, nous au bloc on est passé en phase 4, c'est-à-dire qu'on n'avait plus que 2 salles d'urgence par jour, on avait tout annulé, il y avait des demandes de Covid, enfin de scan pulmonaire, parce que je trouve que au contraire en radiologie, je pense que les délais sont vraiment raisonnables, même ça va assez vite. Donc il y a, je pense que tu es tombé dans une mauvaise période, mais dans ce cas-là, un petit coup de fil. Et puis, je vous laisserai mon numéro de téléphone. Enfin, il n'a pas changé depuis 20 ans. Et puis, vous pouvez m'appeler n'importe quand. Ça fait toujours plaisir d'avoir un collègue. Je ne suis jamais dérangé par un coup de fil quand il y a un malade au bout. Okay. Même si je ne suis pas de garde ou machin, je sais toujours à qui transmettre le message. Il ne faut pas... Voilà. Si c'était un membre de notre famille, on ne voudrait pas que ça traîne. Donc... Je suis désolé Magali, je vous ai... c'est pas bien. Excusez-moi. J'ai découpé en 4 parties ma présentation. En première partie, je vais vous expliquer ce qu'est la pratique avancée infirmière. En deuxième partie, ses modalités d'exercice et ses activités. En troisième partie, je vous montrerai un exemple de prise en soin d'un patient atteint de la maladie de Parkinson. Et en quatrième partie, l'IPA à ce jour au sein du CAL. Je vais rester là. Donc, qu'est-ce que la pratique avancée infirmière ? Avant tout, c'est une infirmière qui a des connaissances approfondies au niveau de la clinique, au niveau scientifique et au niveau législatif. Elle a aussi des compétences élargies dans le cadre médical et dans la recherche. Et des modalités de travail interprofessionnel. C'est important. Un IPA ne peut pas travailler seul. Sans médecin, il ne travaille pas. Donc, ces 2 principaux collaborateurs sont le patient et le médecin. Et pour travailler ensemble, le médecin et le patient doivent rédiger ce qu'on appelle un protocole d'organisation, qui est une sorte de contrat entre le médecin et l'IPA, qui décrit la prise en soin du patient selon sa pathologie et sa situation personnelle, et qui est censé vraiment être... personnalisé. Chaque patient, un protocole. Donc, le cadre juridique. La pratique avancée infirmière a été introduite par la loi de modernisation de notre système de santé le 26 janvier 2016. C'est vraiment un tout nouveau métier. Ensuite, on a les décrets de juillet 2018 qui explicite l'approbation et l'exercice de la pratique avancée. Le premier décret, c'est relatif à la formation. La formation se déroule en 2 années. La première année, c'est un tronc commun entre toutes les mentions. Et la seconde, ce sont des enseignements par mention.
avec un stage et un mémoire en fin d'année. Le second décret, lui, il est vraiment relatif à l'exercice de la pratique avancée. Quelque chose que je n'ai pas écrit. Pour devenir IPA, enfin en tout cas pour exercer en tant qu'IPA, on doit avoir 3 ans de diplôme infirmier et d'exercice infirmière. Donc les autres décrets, celui qui concerne la mention psychiatrie et santé mentale, qui est sorti en août 2019, et le tout dernier qui vient de sortir, c'est celui en lien avec les urgences. Pour les urgences, je vais l'expliquer un tout petit peu parce qu'il est vraiment tout nouveau. Donc il est découpé en 2 articles. Le premier concerne les urgences vitales et ce qu'ils appellent les urgences complexes. Donc les IPA prennent en charge un patient sous la responsabilité du médecin, mais sur décision du médecin, et sous sa conduite diagnostique. Les pathologies, enfin les situations sont bien définies dans le décret. Je ne les ai pas toutes reprises, mais elles sont bien identifiées. Pour l'article 2 aussi, elles sont identifiées. Donc ce serait plutôt pour des situations cliniques et des degrés modérés. Donc là, ils peuvent prendre en charge seuls les patients, à condition qu'un urgentiste intervienne à un moment donné dans la prise en soin. Donc, nous avons 5 mentions, depuis peu les urgences. La psychiatrie, la santé mentale, les maladies rénales chroniques, dialyse et transplantation rénale, l'oncologie et l'hémato-oncologie, et ma mention, la pathologie chronique stabilisée, les préventions que les pathologies courantes en soins primaires. Dans les textes, elle apparaît souvent en PCS. Donc les maladies, pour les premières, au niveau neurologie, on a les AVC, la maladie d'Alzheimer et les autres troubles cognitifs, la maladie de Parkinson et les syndromes associés, les épilepsies, les diabètes de type 1 et 2, l'insuffisance respiratoire chronique, et ensuite, en cardio, l'artériopathie chronique, cardiopathie et maladie coronaire. Les modalités d'exercice de l'IPA, donc qu'il exerce au sein d'une équipe coordonnée par un médecin. C'est le médecin qui décide quel patient est confié à l'IPA, après avoir obtenu le consentement du patient. Et une petite notion importante, il faut que l'état de santé du patient soit stabilisé. En tout cas, en pathologie chronique, parce que du coup, pas de violence. Il informe le patient des modalités de prise en soin par l'IPA. Et avec l'IPA, il co-rédige et signe le protocole d'organisation. L'IPA, elle met en place un suivi clinique. Elle participe à la mise en place et à la coordination du parcours de soins. Elle a aussi des activités transversales, je vous les détaillerai après. Et le patient lui donne son consentement, qu'il peut retirer à tout moment. Et il est au centre de la prise en soin. Donc les activités de l'IPA liées aux soins, donc elle renforce le suivi clinique. Elle voit le patient au minimum une fois tous les 3 mois. Elle dépiste et suit les fragilités. Elle effectue des évaluations de situation. Elle recherche l'éventuelle apparition de nouveaux troubles et symptômes. Elle surveille les effets des traitements, observe l'observance. Elle évalue les prescriptions, surtout quand il y a plusieurs prescriptions. Elle renouvelle les ordonnances et elle adapte les doses, sauf la L-Dopa et le neuroleptique. Elle prescrit les examens de suivi de dépistage, oriente le patient vers les professionnels adaptés à sa situation, repère les situations d'urgence et redirige le patient au médecin. Elle met en place et suit le parcours de soins en collaboration avec le médecin traitant. Et elle accompagne les aidants. La notion d'accompagnement des aidants est peut-être importante pour moi parce que j'ai la gériatrie et qui dit gériatrie dit aidant naturel. Les activités des IPA, les activités transversales, donc elle fait tout ce qui est analyse et EPP, au niveau infirmier. Elle participe à l'élaboration de protocoles.
elle élabore des actions de formation, elle produit et participe aux travaux de recherche. Alors j'ai écrit relatif à l'exercice infirmier, mais ce n'est pas complètement vrai. Elle a le droit de participer à la recherche clinique. Donc elle participe à la coordination ville-hôpital. Elle aide à la communication entre les différents acteurs de soins. Elle fait du tutorat pour les étudiants IPA et elle conçoit et évalue des programmes de prévention, d'éducation et de dépistage. Alors, en pratique, on a un patient qui est atteint de la maladie de Parkinson. Selon l'HAS, il est suivi tous les 3 mois par son médecin traitant, tous les 6 mois par le neurologue. Voilà. Le neurologue réfléchit, alors je dis le neurologue, mais ça peut être le médecin traitant. Il réfléchit à la mise en place d'un suivi par une IPA. Donc, il informe le patient et recueille son consentement. Il met en place le suivi par un infirmier en pratique avancée. Et du coup, ensemble, ils vont rédiger et signer un protocole d'organisation. Donc, ça nous fait qu'on a un patient qui est suivi par son médecin traitant, par un neurologue et par un IPA. L'IPA est en collaboration perpétuelle avec ces 2 médecins, mais aussi avec l'ensemble des professionnels ressources du patient. J'en ai cité que 4, mais c'est vraiment l'ensemble des professionnels, d'où la facilitation de la coordination ville-hôpital. Ce suivi par l'IPA permet aux médecins, elle met en place un suivi trimestriel, et du coup ça permet aux médecins d'avoir un suivi semestriel ou en cas de phase aiguë à la place d'un suivi trimestriel, et au neurologue, au lieu d'avoir un suivi tous les 6 mois, il n'a plus qu'un suivi annuel, ou en cas de sollicitation de l'IPA. Donc aujourd'hui au GAM, donc je suis située au niveau des consultations externes, le service qu'on ira voir tout à l'heure. J'ai commencé à collaborer avec le docteur Khatib, qui est neurologue, pour la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, les AVC et les épilepsies. Et ensuite avec 2 diabétologues, docteur Amio Chaputo et docteur Mekawi, pour les diabètes de type 2. C'est mon choix, le diabète de type 2, parce que, comme je l'ai dit, je voudrais travailler avec des patients gériatriques. Donc, prochaine collaboration avec le docteur Le 6. Et toujours en attente des gériatres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Je vais dire un petit mot de clôture. On va aller, pour ceux qui le souhaitent, au service des consultations externes. Donc, il y a un petit cocktail. Et puis surtout, pour ceux qui ne connaissent pas bien, vous aurez la possibilité de visiter le secteur des consultations externes, voir les différentes salles, la manière dont les choses sont installées, et puis échanger avec les équipes. Alors, je pense que ce qui est important quand même, vous avez pu le voir au travers des différentes interventions qui ont pu avoir lieu, c'est surtout que depuis quand même des années, on s'efforce de développer sur le GAM, alors Romilly, mais également Cézanne, également Nogent, une offre de soins variée qui répond aux besoins de la population et une offre essentiellement de proximité, parce que l'objectif, c'est vraiment de mailler le territoire avec une offre de soins qui soit adaptée à la prise en charge des patients. C'est vrai qu'on est dans un secteur où il y a une croissance démographique, mais aussi où on sait qu'il y a à la fois des difficultés financières, on a pas mal de gens qui sont avec des difficultés avec de la précarité, on a une patientèle qui est quand même âgée,
avec des difficultés à se déplacer, qui est peu mobile. Et c'est vrai que quand même l'objectif des hôpitaux tels que les nôtres, c'est vraiment de développer une offre au plus près des patients et d'essayer de varier les prises en charge pour éviter que tout soit centralisé sur un hôpital support, puisque bon, c'était un peu la crainte aussi qui avait été exprimée quand les groupements hospitaliers de territoire se sont mis en place, c'était de tout centraliser sur un hôpital support et au détriment des établissements plus périphériques. Et on se rend compte qu'en réalité, c'est l'inverse qui se produit, puisqu'on arrive à développer sur les établissements de plus petite taille une offre de soins plus près des patients, de qualité, puisque vous avez vu au travers des interventions du docteur Lucis et puis de Magali, que vraiment on essaie de développer des activités innovantes et qu'on essaie de mettre en place des choses vraiment à la pointe de la technique et de la prise en charge médicale. Donc vraiment, le souhait qu'on a au travers de tous ces échanges, c'est vraiment de vous montrer que l'offre de soins, elle est complète, qu'elle se diversifie, qu'on essaie de développer autant que faire se peut des nouvelles techniques, des nouvelles manières d'appréhender le patient, et surtout, on essaie de privilégier davantage, peut-être qu'on l'a fait jusqu'à maintenant, le lien entre la ville et l'hôpital, les réseaux, la responsabilité populationnelle dont vous avez été entendu parler par d'autres sources, qui est de prendre en charge le patient dans sa globalité avec l'ensemble des acteurs qui interviennent autour de sa prise en charge. Donc c'est vraiment ça l'avenir de la prise en charge des patients, c'est de développer des réseaux, des filières et un maillage vraiment sur le territoire pour éviter aussi peut-être la tentation qu'on peut avoir de rester entre soi, entre gens qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui se connaissent. C'est vrai que c'est plus confortable, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour le patient. Donc voilà, je vous remercie d'être venus aussi nombreux, puis en plus, on va aller pouvoir visiter les consultations externes, on vous attend beaucoup.